Marc Huret, bonjour. Bonjour. Alors, l'Harmattan a publié votre ouvrage, Essai sur le pouvoir urbain, propos d'un urbaniste atterré, proposition d'un urbanisme citoyen. Pourquoi ce titre et ces deux sous-titres? Le sujet du livre, c'est la fabrication de la ville. Comment la ville est fabriquée, qui la fabrique et est-ce qu'elle pourrait mieux se fabriquer. Mieux se fabriquer, il me semble que c'est une évidence pour la France. On vient de vivre dans ce pays 70 années de dérèglement urbanistique. Un zoning absolument effrayant autour des noyaux historiques des villes, des zones de ceci, des zones de cela, un étalement urbain tout à fait considérable, ennuyeux et laid. Donc, pour revenir au zoning, des zones de logements sociaux, les U, ensuite les zones pavillonnaires, tartinées sur tout le territoire, les zones de bureaux, les zones d'activité et, last but not least, les zones commerciales, avec leur série, des dizaines, parfois des centaines de boîtes très très sommaires et très très ennuyeuses, entourées d'immenses parkings. Les paysages urbains ont été massacrés. Les circulations dans la ville sont de ce fait très difficiles, puisque comme il y a zoning, il y a obligation de se rendre d'un point à l'autre. Les déplacements automobiles se sont multipliés, l'air de la ville est vicié, donc émissions de CO2, problèmes de santé, problèmes donc climatiques. Et par-dessus le marché, on a trouvé le moyen aussi de créer une redoutable crise du logement qui est très très forte dans certaines agglomérations. Voilà ce qui explique la première partie de mon livre. Alors du coup, vous dites « on » à chaque fois. On a réalisé un mauvais urbanisme, on a créé une crise du logement. Mais alors, qui est ce « on » ? Ce « on », c'est le pouvoir politique. À la fois le pouvoir politique national, qui doit faire des lois sur l'urbanisme, et le pouvoir politique local, qui doit faire des projets urbains. Et le fait qu'il soit responsable du mauvais urbanisme qui a été fait dans les 70 dernières années est quelque chose qui est peu perçu et peu reconnu. En fait, on accuse toujours les architectes. On dit les architectes nous ont fait une ville minable. Or, ce n'est pas les architectes qui ont pris les décisions. Les décisions pour faire la ville, ce sont les élus qui les prennent, au niveau national et au niveau local pour enclencher les projets urbains. Les architectes et les urbanistes sont là pour prêter leur savoir-faire et faire les projets en fonction des orientations et des décisions qui sont prises par le pouvoir politique. Alors cette démission et cette inaction des pouvoirs politiques, elle est due en France à trois facteurs. Premièrement, le morcellement communal tout à fait aberrant dans ce pays. Deuxièmement, la décentralisation qui ne s'est pas préoccupée finalement de l'urbanisme, qui s'est très très peu préoccupée de l'urbanisme. Et troisièmement, le jacobinisme, qui était très fort jusque dans les années 90, qui est encore assez fort maintenant, et qui contrarie beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives des villes, et qui ne permet pas finalement d'enclencher des démarches d'ensemble sur la qualité urbaine. Donc selon vous, les choses auraient pu se passer autrement? Elles se sont passées autrement ailleurs, dans les pays voisins. Les pays voisins qui connaissent des dysfonctionnements un peu semblables à celui de la France, ils les connaissent d'une ampleur nettement moindre que la France. La France est en retard sur tous ces sujets d'urbanisme. Alors évidemment, on a pris conscience maintenant des méfaits de l'étalement urbain, des méfaits du zoning, dans tous les milieux, y compris dans les cercles les plus élevés du pouvoir. On dit on arrête l'étalement urbain, on arrête le zoning, on fait autre chose, on ramène les commerces en ville. Mais dans les pratiques, les actes ne suivent pas les paroles. La bonne réforme ou les bonnes réformes qu'il faudrait faire, qui sont assez audacieuses, elles ne sont pas faites. On empile les réformettes, les mesurettes, les réformes des mesurettes. On a un roi de l'urbanisme qui devient complètement habitable, et le zoning et l'étalement urbain, aujourd'hui, en 2015, se poursuivent. Et se poursuivent à une échelle assez considérable. Alors c'est pour ça qu'après le bilan, vous proposez dans la deuxième partie de votre ouvrage des solutions. Voilà, je m'y suis collé aux solutions. Bon, je pense qu'il faudrait que plus de monde s'y colle. Bon, je fais des solutions qui sont à débattre, qui sont certainement à amender pour beaucoup d'entre elles, mais qui ont le mérite d'exister. Alors, les caractéristiques principales de mes solutions, c'est qu'elles sont à la fois audacieuses et réalistes.
Et elles sont même extrêmement audacieuses parfois, décoiffantes, surprenantes pour le train-train conformiste, mais je pense, je les ai conçues comme parfaitement réalisables parce que lisibles, compréhensibles par la population, peu gaspilleuses finalement, et donc faciles à appréhender par les habitants qui peuvent s'investir dans l'application de ces réformes. En urbanisme, simplicité n'égale pas simplisme. En urbanisme, simplicité égale démocratie. Il faut qu'un pouvoir politique citoyen s'empare du sujet et fasse et soutienne les réformes nécessaires. Donc pouvez-vous nous parler un petit peu de ces réformes radicales et réalistes? J'en propose beaucoup, je suis même un peu effrayé, je me dis tu vas trop loin, mais non, bah écoutez, je crois qu'il faut, se lâcher. Bon, alors je choisis de vous parler de deux réformes. La première réforme qui est très importante et qui entraîne le reste finalement, c'est le fait de réformer le droit de l'urbanisme en remplaçant les plans locaux d'urbanisme, les PLU, que tous ceux qui s'intéressent un peu à l'urbanisme connaissent, les élus notamment, mais les citoyens engagés aussi, les remplacer par des projets de ville anti-zoning. Alors le projet de ville anti-zoning, qu'est-ce qu'il a de plus que le PLU? Il est un programme d'action qui engage la collectivité qui l'adopte à réaliser un programme anti-zoning, c'est-à-dire de rapatriement des commerces ou des bureaux ou des ateliers qui se sont dispersés à la périphérie urbaine, de les remettre dans les centres-villes, donc un engagement un programme de revivifier les centres-villes, c'est notamment très efficace pour les quartiers sensibles, les quartiers de la politique de la ville, les zones de relégation sociale, où en incluant ces zones dans un ensemble de réformes qui concernent toute la ville, on facilite grandement leur évolution, en facilitant les relogements par exemple, ou en facilitant la réintroduction dans ces quartiers d'équipements publics, de commerce, de services. La deuxième réforme dont je voulais parler, elle n'est pas gadget, elle est symbolique, mais elle est très importante. Quand je parle du Grand Paris dans mon livre, je dis que le Grand Paris doit concerner toute la région parisienne, et non pas le Grand Paris rikiki, métropole, ne comprenant que les 3 départements autour de Paris. Et ce que je dis à ce propos, c'est que l'hôtel de ville de Paris doit devenir l'hôtel de ville du Grand Paris. C'est-à-dire que la commune de Paris, qui reste évidemment en place et qui a des fonctions importantes, elle partage les locaux avec l'Assemblée délibérante du Grand Paris et le siège du Grand Paris.